Très bien. Bonjour à tous, bienvenue à ce web séminaire sur l'accessibilité des structures recevant du public. Petit point de situation de où est-ce qu'on en est, de aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans les tuyaux pour l'accessibilité. On vous proposera 3 temps après, dont on parlera après. Dans un premier temps, déjà, je vais demander à tout le monde de couper les micros, surtout pour qu'on s'entende bien, parce que s'il y a des interférences, c'est pas évident. D'utiliser le chat pour toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas à poser les questions. Si nous n'avons pas les réponses, nous les chercherons et nous vous les donnerons après. Il n'y a aucun souci sur ça. Mais voilà, n'hésitez pas à nous interpeller sur le chat et à poser les questions. Et puis, je vais vous demander, mais ça, je pense que tout le monde est OK, de désactiver votre vidéo pour éviter la pollution numérique, puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur à la Mona, qu'on travaille depuis maintenant 3 ans. Et c'est vrai que là, à connecter à un certain nombre de personnes, on rentre vite dans un système de pollution numérique. Donc, on va vous demander de désactiver cette caméra. Alors, aujourd'hui, vous aurez donc un intervenant Jean-Marc Louis. Jean-Marc, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Marc Louis, je travaille au comité départemental du tourisme de la Dordogne et je suis évaluateur de la marque Tourisme et Handicap depuis 2006 que l'on déploie sur tout le territoire. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu l'état des lieux, le cadre réglementaire et l'application de cette marque nationale sur un office de tourisme. Merci Jean-Marc. Et moi, je serai là plutôt en animation, en appui, puisque l'expert du sujet, c'est quand même Jean-Marc. Et puis, vous verrez qu'on aura aussi 2 autres intervenants après dans une troisième partie. Hop. Alors, on va commencer déjà par une petite question. Si on vous dit accessibilité des ERP, ça vous fait penser à quoi? Donc, je vous propose dans le chat de noter ce à quoi ça vous fait penser. Voilà, de manière spontanée, en fait, vous notez quand on vous parle d'accessibilité. Voilà, accès pour tous. Donc, allez-y, hein, vous pouvez abonder dans le chat. Et puis nous, on regarde un petit peu ça. Donc, accès à tous, effectivement. Accessibilité physique pour le site du Corbusier à Firminy-Saint-Étienne. Ouvert à tous. Établissement recevant du public, évidemment, ouais. Un accueil centré pour le handicap moteur et quasiment rien pour les autres formes de handicap. D'accord, merci Leslie. Oui, effectivement, une assez bonne remarque. D'autres personnes dans le chat? OK, accès pour tous, confort d'usage pour tous, lisibilité des informations pour tous. OK. Si vous avez d'autres... Dominique, si vous pouvez couper le micro. Attendez, je vous le coupe. Désolée, je voulais couper. Personnel formé à l'accueil pour tous, ouais. Inclusion, très bien. Je ne sais pas qui est Huawei, mais merci. Outils Falc, boucle magnétique, très bien. On voit qu'on a pas mal de mots-clés très importants. Intégration, effectivement. Si vous avez d'autres mots qui vous viennent à l'esprit. Discours adapté, d'accord. On voit quand même qu'on a pas mal de personnes qui sont sensibilisées à la chose, qui utilisent les bons termes ou qui font des bons constats, comme tout à l'heure sur souvent quelque chose centré sur le handicap moteur et pas sur le reste. Sensibilisation, ouais. Très bien. Si vous avez d'autres, vous pouvez continuer dans le chat à alimenter, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça peut servir à tout le monde. Effectivement, l'ERP, évidemment, vous connaissez tous sa définition. C'est un endroit où on reçoit du public, que ce soit de manière gratuite ou de manière, on va dire, payante, avec une rétribution. Et ça concerne de nombreux établissements, évidemment, sur le territoire. Alors, plus ou moins gros, évidemment, avec toutes sortes d'ERP. On va avoir des vieux ERP, on va avoir des ERP, évidemment, nouveaux, qui sont aujourd'hui
aujourd'hui en construction, qui ont été construits il n'y a pas longtemps, qui donc ont tenu compte des normes d'accessibilité. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les ERP, on est forcément amené à aller dans un ERP et les personnes en situation de handicap, évidemment, aussi sont amenées à aller dans les ERP. Alors, quelques chiffres, évidemment. Aujourd'hui, alors ça, c'est une enquête de satisfaction qui date de mai 2018. Alors, évidemment, le Covid fait que on n'a pas forcément des dates, enfin des chiffres peut-être plus récents, parce qu'évidemment, on n'a pas forcément été en situation d'aller dans ces ERP, hein, puisque pour la plupart, ils ont été fermés très très longtemps. Donc, ce sont des chiffres de 2018, mais qui, je pense, ont toujours lieu d'être. Et on s'aperçoit que 6,8% des visiteurs ont des besoins spéciaux en France, ce qui n'est pas négligeable, en fait, sur la totalité de la population. Et pour 46% d'entre eux, la remarque principale, enfin le desiderata principal, c'est vraiment d'améliorer l'accessibilité des sites où ils ont la possibilité de se rendre. Et puis, on a d'autres demandes un peu plus spontanées, comme l'accès simplifié, les rampes, suppression d'obstacles, etc. La mise en évidence plus claire des lieux et des sites, notamment par la fameuse signalétique qui fait souvent défaut. Et puis des informations en amont sur le site, on y reviendra un peu plus tard, voilà, tout à l'heure. Alors ce sont des chiffres que Jean-Marc, évidemment, m'a fait passer. Jean-Marc, je ne sais pas si tu as des chiffres un peu plus récents, mais je pense qu'ils sont toujours plus ou moins d'actualité, ces chiffres. Hein. Oui, ils sont toujours d'actualité et ça correspond un petit peu à ce qui a été signalé dans le chat. On peut les compléter en parlant des 6,8, on va dire 7% des visiteurs. Ça regroupe bien évidemment toutes les personnes dites en situation de handicap, que ce soit moteur, auditif, mental ou visuel, ou la personne en situation. Quand on parle de situation de handicap, ce n'est pas forcément définitif. Ces chiffres sont à peu près toujours d'actualité. Je n'ai pas de nouveaux chiffres là-dessus. Et c'était bien la DGE qui les avait demandés en même temps qu'une étude sur qualité tourisme. Très bien, merci Jean-Marc. Alors du coup, dans ce rendez-vous, on va dans un premier point, faire un rappel de la réglementation et faire un point de situation en fait de l'accessibilité aujourd'hui en France. Donc Jean-Marc nous fera cette intervention-là. Ensuite, on verra quelques solutions en fait pour se mettre à l'accessibilité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis on terminera par une séquence inspiration avec un office de tourisme qui nous parlera de sa démarche et un hôtel qui a bien voulu témoigner. Alors, ça sera un enregistrement que je vous passerai parce que l'hôtel n'était pas disponible aujourd'hui, mais que vous pourrez écouter en même temps, enfin là, dans le web séminaire et pour terminer, pour clôturer ce rendez-vous. Donc, Jean-Marc, eh bien, c'est à toi. Que nous dit la législation sur l'accessibilité? Alors, donc là, par rapport au cadre réglementaire, il faut surtout retenir la loi du 11 février 2005 qui s'appelle l'égalité des chances. Donc en France, on avait une réglementation de 75 qui traitait essentiellement le handicap moteur, comme ça a été souligné dans le chat tout à l'heure. Et en 2005, la loi sur l'égalité des chances a donné une définition beaucoup plus élargie du monde du handicap, puisqu'ils vont traiter toutes les personnes. C'est-à-dire qu'on va traiter aussi bien le auditif, le mental, le visuel et le moteur. Cette définition élargie du handicap a aussi une autre chose dans le cadre du réglementaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter uniquement le bâti sur l'accessibilité, elle va traiter aussi tous les champs. C'est-à-dire qu'on va traiter aussi bien le social avec l'emploi, la scolarité. En fin de compte, on va bien parler d'inclusion, d'où le terme de l'égalité des chances. C'est important puisque ça a apporté pas mal de réflexions et de changements de mentalité, à savoir qu'en fin de compte, il fallait bien compenser tout ce qui était manquement pour ces personnes-là sur tous les secteurs, que ce soit la voirie, que ce soit les bâtiments. Ça, c'est le côté qui nous parle parce que c'est le côté qu'on voit. Mais il y a aussi l'inclusion dans tout ce qui était les écoles, les emplois et les personnes en situation de handicap. Nous, on va plus traiter surtout aujourd'hui l'accessibilité en tant que telle sur le bâtiment, la chaîne de déplacement et les prestations touristiques. C'est ce qu'on va traiter surtout aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir de cette réglementation, c'est que les ERP, ils avaient 10 ans pour se mettre dans les clous.
Et là, on peut passer dans la deuxième diapositive, Laure. Comme la réglementation est sortie le 11 février 2005, Laure ne peut pas changer la diapo. À partir du 11 février 2005, il y a écrit 2055, il y a une erreur de frappe. À partir de là, les ERP avaient 10 ans pour se mettre dans les clous. Par rapport à ces 10 ans, il y a été une distinction de deux types d'établissements recevant du public. Il faut retenir que vous avez eu les anciens ERP et les nouveaux ERP. La loi étant sortie en 2005, tous les établissements recevant du public existants dont le permis de construire était délivré avant le 1er janvier 2007, on va les appeler les anciens ERP. Donc, ils avaient 10 ans pour se mettre en norme avec des possibilités de dérogation. Donc, les possibilités de dérogation, vous les connaissez, vous les devinez, c'est quand vous aviez des bâtiments classés, des bâtiments monuments historiques, et surtout aussi la mise en difficulté économique par rapport à cette mise en situation. Ces demandes de dérogation devaient être argumentées et motivées. C'était les services de l'État qui les acceptaient. Ça, les dérogations, comprenez bien que c'était tous les bâtiments existants au 1er janvier 2007. Ensuite, il y avait les nouveaux ERP, c'est-à-dire que quand on déposait un permis de construire après le 1er janvier 2007, on avait l'obligation d'appliquer la réglementation sur l'accessibilité. Aucune dérogation n'était possible. Et ça, c'est important de bien le comprendre parce que beaucoup de personnes qui ont déposé leur permis de construire dans les 2008 ou à l'hiver 2007 sont tombées sous la nouvelle réglementation de l'accessibilité qu'ils n'avaient pas forcément pris en compte un an et demi avant quand ils ont fait leur projet. Et là, ils ont dû demander des fois des dérogations qui leur ont été refusées puisque de toute façon, ils avaient l'obligation de respecter cette réglementation et cette mise aux normes. Si on peut passer à la diapositive d'après. Alors, je suppose que Laure, tu suis les questions sur le chat si jamais il y en a besoin, bien évidemment. Moi, je ne les suis pas. Dans ces anciens et ces nouveaux propriétaires, comment devaient-ils procéder? Donc, on revient bien sur la loi du 11 février 2005 et pas 2055. Et petite OK. erreur. Les propriétaires de RP, en fin de compte, donc quand la loi est sortie, clairement, ils devaient tous faire un diagnostic d'accessibilité. Donc, ils devaient contacter un cabinet privé qui venait voir leurs prestations. On va traiter que du bâti. Et par rapport au bâtiment, on leur faisait un diagnostic d'accessibilité par rapport à la nouvelle législation. Et ce prestataire devait déposer en mairie ce diagnostic d'accessibilité pour qu'il soit traité par la commission d'accessibilité qu'on appelle la DDT. Cette commission d'accessibilité, quand elle recevait ce diagnostic, soit il était totalement parfait et l'accessibilité était rendue au niveau des personnes en situation de handicap et le prestataire se voyait attribuer une attestation de conformité. À partir de là, il était dans les clous et donc il répondait à la loi sur l'accessibilité. Il y avait peu de cas comme ça. Dans l'autre cas, souvent, en fin de compte, l'établissement recevant du public avait besoin de réaliser des aménagements. Du coup, il devait déposer son diagnostic d'accessibilité accompagné des travaux qu'il allait réaliser. Alors, ça pouvait être un permis de construire ou un permis d'aménager suivant l'ampleur des travaux, bien évidemment. Et la direction départementale des territoires, les services de l'État en commission d'accessibilité, acceptaient ou non ce permis de construire ou ce permis d'aménager et l'autorisaient à les réaliser. À la fin des travaux, le prestataire ayant mis en accessibilité sa structure refaisait faire une attestation de la mise en conformité et la déposait au service de l'État et recevait en retour sa fameuse attestation de conformité. Donc, dans ces fameuses 10 années de 2005 à 2015, tous ces ERP, première étape, faire leur diagnostic, le déposer à l'État avec les travaux qu'ils envisageaient de faire, à partir de là, réaliser les travaux et recevoir la fameuse attestation de conformité. On va passer à l'autre diapositive, puisque tout le monde n'avait pas son attestation d'accessibilité. L'État, en 2014, s'est rendu compte que beaucoup d'ERP n'avaient pas réalisé les aménagements, n'avaient même pas fait encore de diagnostic d'accessibilité de leur structure, n'avaient pas forcément, donc ne répondaient pas à la réglementation qui devait être faite pour le 1er janvier 2015,
Et l'attestation de conformité, il y avait peut-être un pourcentage que je ne saurais dire, mais qui était très faible comparé à tous les ERP existants. De ce fait, ils ont bien compris qu'au 1er janvier 2015, la réglementation sur 2005 ne serait pas appliquée partout et se sont lancés dans des agendas d'accessibilité. Sur la diapositive d'après. Alors, qu'est-ce que l'agenda d'accessibilité? Quand est arrivé donc 2014, l'État a vu que les ERP n'étant pas tous prêts, ils ont proposé à ces prestataires de ERP de déposer un agenda d'accessibilité. Cet agenda d'accessibilité, si vous reprenez la chronologie tout à l'heure, le prestataire avait son diagnostic d'accessibilité et devait déposer son agenda où il allait étaler ses travaux sur 3 ans, voire 6, voire 9, suivant la grandeur de l'ERP. Si on prend la SNCF, les gares SNCF, dites-vous qu'ils ont eu 9 ans pour tout mettre en place. Le RP de 5e ou 4e catégorie, lui, avait 3 ans. Donc, ce fameux agenda d'accessibilité programmé permettait à la direction départementale des territoires, donc de leur donner un feu vert, vous avez vos travaux pour 3 ans, vous pouvez les lancer, dans 3 ans, vous serez accessible. Ce fameux agenda d'accessibilité permettait aux prestataires économiquement d'étaler la mise aux normes, en sachant qu'il y avait déjà 10 ans de passé, donc on reculait encore jusqu'en 2018. À ce jour, pour que vous repreniez bien le schéma, vous allez retrouver dans la première étape, pour tout prestataire, depuis 2005, le fameux diagnostic. En 2, il fallait trouver les solutions pour répondre à la loi sur l'accessibilité suivant sa structure. Donc là, si on reprend, il y avait ceux qui avaient reçu, quand ils déposaient en mairie et à l'État, leur fameuse attestation, ou alors avaient fait les travaux et recevaient leur certificat de conformité. Et ceux qui n'avaient pas fait la démarche en 2015 déposaient un agenda d'accessibilité. Ce fameux agenda d'accessibilité leur permettait de réaliser leurs travaux. Ah, on a été trop vite. Et quand ils avaient réalisé leurs travaux, ils se retrouvent à la 5e étape où ils sont aux normes et ils ont le certificat de conformité, la fameuse attestation. Donc, dans chaque étape, normalement, si on prend le 1, il n'y aurait plus besoin d'en parler puisque tout le monde devrait avoir son diagnostic. Les solutions, il devrait avoir des propositions. Et le 3 devrait être passé. Actuellement, on est en 2021. Tous les travaux devraient être terminés et logiquement, tous les établissements recevant du public devraient avoir une accessibilité et répondre à la loi de 2005, donc la fameuse attestation. À ce jour, il y a eu plus de 692 000 ADAP pour les ERP qui sont entrés dans cette démarche. Ces ADAP en cours devraient être terminés, comme j'ai dit tout à l'heure, suivant l'agenda pour les 3 ans, sauf bien sûr ceux qui avaient les gros ERP qui avaient 9 ans pour faire leurs travaux. À ce jour, les gestionnaires d'ERP doivent avoir le certificat, ou s'ils ne l'ont pas, doivent régulariser leur situation. Attention, il peut y avoir des sanctions administratives et pénales. Parce que ce qu'il faut voir en parallèle, ces ADAP, vous avez bien compris qu'ils sont arrivés en 2014 et devaient être réalisés pour 2018. L'État, en septembre 2017, a lancé à tous les propriétaires de ERP qui devaient avoir dans les mains un registre public d'accessibilité. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'actuellement, tous les propriétaires de ERP doivent avoir sous le coude un registre où, en fin de compte, dans ce registre d'accessibilité, ils peuvent présenter à toute personne, sur la demande, bien sûr, soit leur attestation d'accessibilité, ou s'ils n'ont pas l'attestation, le fameux agenda d'accessibilité avec les travaux programmés. C'est-à-dire que si vous avez une personne en situation de handicap qui vient à l'accueil et qui vous demande votre registre d'accessibilité, elle a le droit de le faire, vous devez lui montrer, et si les travaux ne sont pas faits, justement, c'est justifié par le côté que vous avez dans ce registre, où la personne va prendre connaissance que je comprends que les WC ne sont pas accessibles parce que c'est prévu pour les travaux de l'année prochaine. Ça, c'était jusqu'en 2018. Actuellement, si tout est respecté, tout le monde a son registre d'accessibilité avec son attestation et son certificat de conformité.
On peut ajouter dedans les dérogations et on peut ajouter surtout tout ce que j'ai vu dans le chat tout à l'heure, qui est la formation ou la sensibilisation à l'accueil du monde du handicap. Pour conclure Jean-Marc, Oui. j'ai deux questions. Est-ce que l'on pourrait aborder les établissements particuliers que sont les fermes qui accueillent du public, exemple visite de chèvrerie, est-ce qu'elles sont considérées comme ERP? Et ça se rejoint aussi avec les sites insolites comme les cabanes perchées et la question des ERP et des IOP, exemple le camping où les Alors, sanitaires doivent être accessibles ainsi qu'un emplacement. Voilà, c'est grosso modo les questions qu'il y a. Sans problème. Alors, bon, 3 cas, très bien. C'est important de prendre dès le départ, on est parti sur les établissements recevant du public qui étaient concernés, mais sont concernés aussi dans cette réglementation les IOP, qui sont des installations ouvertes au public. Donc, je vais prendre les questions peut-être à l'envers, mais je prends la troisième, qui est les questions d'un camping. Un camping, en fin de compte, généralement, il a un bâtiment d'accueil qui, lui, va être considéré généralement établissement recevant du public 5e catégorie, et il va avoir ses emplacements nus avec son cheminement et son bloc sanitaire. Ce bloc sanitaire, les cheminements et les emplacements nus sont généralement traités en tant qu'installation ouverte au public. Elles font l'objet de la même réglementation que les ERP. Par rapport à ce qui est des hébergements insolites, ces hébergements insolites, à l'origine, il faut toujours vous appuyer, ça c'est primordial, tout bâtiment que vous avez ou prestation touristique que vous avez, administrativement, comment est-il reconnu? En mairie, quel est le permis de construire ou le permis d'aménager qui vous a été délivré? Donc, si c'est un camping, vous avez compris qu'il y a une partie ERP, une partie EOP. Si c'est des hébergements qu'on appelle insolites, qui est pour moi quelque chose de promotion, à l'origine, si c'est la cabane dans les arbres ou une cabane sur pilotis, à l'origine, il y a eu un dépôt de permis de construire ou un permis d'aménager. Est-ce qu'il est reconnu comme logement, maison d'habitation, ou est-ce qu'il est reconnu comme habitation légère de loisirs déposée sur un terrain qui est en parc résidentiel de loisirs? Dans ce cas-là, si c'est un parc résidentiel de loisirs, c'est la même chose qu'un camping. Il y a le bâtiment d'accueil qui peut être considéré établissement recevant du public et ces habitations légères de loisirs vont être traitées comme des logements. Il n'y a pas d'imposition sur un parc résidentiel de loisirs ou sur un camping de quota. Alors, je ne voudrais pas aller trop loin, mais pour vous faire simple, un établissement recevant du public a un parking privé à son établissement. S'il a 20 places de stationnement, il lui faut une place accessible. Dans les campings, normalement, il y avait une question. Les hôtels, si vous prenez les hôtels de 20 chambres doivent avoir une chambre accessible, PMR, entre guillemets. Le deuxième quota, c'est au-delà de 20 chambres, c'est une deuxième chambre pour 50. Et après, c'est une par tranche de 50. Dans les campings, il n'y a pas eu de quota donné, ni dans les parcs résidentiels de loisirs. C'est la marque Tourisme et Handicap qui l'a imposé. Regardez bien, à la base, administrativement, comment est reconnue votre prestation touristique. Est-ce qu'elle est considérée comme un logement ou comme un établissement recevant du public ou comme un IOP? Et pour la visite de ferme, donc on a parlé d'une chèvrerie, hein. La chèvrerie est un bâtiment agricole, à mon avis. C'est un bâtiment qui est reconnu comme outil de travail. Donc, c'est une visite. Ce n'est pas forcément un lieu de visite. Je ne pense pas qu'il soit considéré établissement recevant le public. Par contre, je pense qu'il rentre dans le cadre de l'installation ouverte au public. Et là, il y aura une information à donner qui va être le traitement du bâti, simplement sur le cheminement et après la prestation qui va être donnée à voix orale parce que je suppose que c'est une visite guidée. Je suis désolé, ça fait beaucoup de choses à la fois, mais les questions sont très pertinentes. C'est ce qu'on traite tout le temps. Je suis à votre disposition s'il y a besoin de plus de compléments. Merci Jean-Marc. Du coup, pour continuer, quelques solutions pour s'y mettre. L'intérêt de se mettre évidemment aux normes de cette accessibilité, c'est tout d'abord évidemment un lien évident avec le développement durable. Jean-Marc l'a dit tout à l'heure.
Le développement durable est aujourd'hui incontournable. On se rend compte que pour aller plus loin, il faut tenir compte aujourd'hui des 3 piliers du développement durable. Beaucoup d'actions sont aujourd'hui mises en œuvre autour de l'environnement, autour évidemment, souvent, développement durable rime avec environnement. Cependant, il y a évidemment les 3 autres piliers, dont le pilier social, qui rime donc avec le pilier humain, en fait, qui est le pilier humain. Et ce pilier social, évidemment, apporte, enfin, demande ou rejette plutôt, on va dire ça comme ça, l'exclusion et aborde l'accès généralisé aux biens et aux services. Donc, on est bien sur une accessibilité pour tous. Et Jean-Marc vous l'a déjà dit tout à l'heure. Évidemment, c'est une accessibilité pour tous et pas que pour les personnes en situation de handicap. On parle aussi de personnes qui ont des difficultés aussi au quotidien. On peut parler des femmes enceintes, on peut parler des personnes âgées. Voilà, on est vraiment sur une accessibilité pour tous avec une inclusion pour tous. Donc, si on a envie, évidemment, de se mettre au développement durable et notamment à l'accessibilité, on est dans l'un des piliers du développement durable. Mais il y a aussi, évidemment, un autre intérêt, une autre raison de se mettre aux normes. Vous l'avez vu, hein, le bonhomme, il n'est pas content, il s'est cassé le bras et c'est beaucoup plus terre à terre comme raison. C'est évidemment que si on se met aux normes, c'est pour éviter les accidents, pour éviter les problèmes en tout genre face aux personnes en situation de handicap. Une personne qui va foncer dans une vitre parce qu'il n'y a pas de signalétique, une personne qui va tomber sur une marche, évidemment, parce qu'il n'y a pas de marche justement d'indication qu'il y a une marche. Et avant même cela, on va parler aussi de l'accessibilité à l'information sur ce type de prestations. Qu'on soit accessible ou pas, on a aussi l'accessibilité à l'information. Donc, c'est vrai que l'intérêt de se mettre aux normes, c'est aussi de respecter la réglementation pour éviter l'accident qui pourrait se produire sur sa structure. Parce qu'évidemment, si accident il y a et non-respect de la réglementation il y a, ça peut coûter cher à la structure puisqu'on est dans le non-respect de la loi. Jean-Marc, si tu veux compléter, Oui. peut-être. Oui, bien sûr, merci Laure. Oui, c'est ça. On a parlé du cadre réglementaire pur et dur avec la mise aux normes. Le souci, clairement, c'est que si le RP n'est pas à ce jour aux normes ou l'IOP, que vous n'avez pas votre registre, qu'il n'y a pas l'attestation et que vous avez ne serait-ce qu'un valide qui tombe dans l'escalier ou qui se blesse, quand il y a un accident, dites-vous que forcément, ça va engendrer de regarder s'il y a bien la mise en conformité, donc la réglementation. Et c'est là où les problèmes arrivent si vous n'êtes pas dans les clous au niveau de la réglementation. Parce que là, vous allez avoir obligatoirement, les travaux devraient être faits. S'ils ne sont pas faits, ça peut engendrer les soucis. Ce qui est important, ce qu'a signalé Laure, c'est que généralement, les personnes en situation de handicap sont beaucoup plus vigilantes quand elles attaquent un escalier ou une porte vitrée. Et vous avez dû le voir, et vous devez le voir tous les jours. Si on va à l'hypermarché, vous verrez que les portes vitrées, ce n'est pas la personne en situation de handicap qui se cogne dessus. C'est généralement la personne valide, entre guillemets. C'est important parce que le côté réglementaire est certes d'un côté obligatoire, mais c'est surtout derrière que tous les problèmes viennent quand vous avez un accident dans votre structure. Et l'accident, il peut être fait assez facilement. Si vous êtes dans les normes, évidemment, ça n'enlèvera pas l'accident, mais au moins, vous avez des éléments de réponse. Si vous n'avez pas d'éléments de réponse, c'est plus compliqué et c'est amendable. Alors, il y a Lolita, je n'avais pas vu, qui avait mis, est-ce qu'on pourrait avoir un lien vers les grilles d'accessibilité ERP et IOP? C'est le cadre réglementaire qu'il va falloir faire. Donc là, je t'enverrai le lien par rapport à la réglementation. Ouais, C'est pas super passionnant à lire, hein, parce que c'est d'accord. très long, très grand. Après, on peut aussi mettre un lien, mais on va le voir tout à l'heure, sur la marque nationale tourisme et handicap qui va aussi traiter le bâti. Donc, vous allez retrouver sur les ERP et IOP tout ce qu'il faut faire en plus de la prestation touristique pour la marque. Voilà, ça sera peut-être plus simple à lire. D'accord. Dominique dit, est-ce qu'on a des chiffres sur la tenue des registres d'accessibilité?
Non, moi je n'ai pas de chiffres, mais clairement, alors je vais parler comme personne de terrain, chaque structure qu'on fait pour tourisme et handicap, c'est la première chose que je demande. Et quel est le résultat? C'est que derrière, je dois avoir 30% de ceux qui connaissent le registre d'accessibilité, les autres ne le connaissent pas. Et là, de suite, je leur en parle, je leur donne les éléments et ils composent leur registre d'accessibilité parce qu'en fin de compte, ils ont les pièces à droite ou à gauche, mais ils ne les ont pas mises dans une chemise accessible au public. Très bien. Je garde la dernière question pour après, Dominique, puisqu'il y a encore une question de Dominique, mais je la garde pour après. Du coup, Jean-Marc, est-ce que tu peux nous parler par rapport à cette obligation, en fait, cette obligation, oui, c'est une obligation puisque c'est la loi, mais du coup, on peut aujourd'hui, face à cette obligation, mettre en place des actions très simples dans le cadre de la réglementation. Tu peux nous donner quelques Ouais. exemples, en fait? Oui, tout à fait. On s'est tous fait des montagnes, parce que vous l'avez tous bien dit, du handicap. On s'en fait tous des montagnes, il faut bien se rappeler, et on l'a vu dans les premières, dans le chat dès le départ, quand on parle handicap, on parle handicap moteur parce qu'il se voit. Après, on parle moins des trois autres sur les sens qui sont le visuel, l'auditif et le mental. Je voulais vous parler de ça parce que clairement, des fois, quand on s'appuie sur les cinq sens, on a plein de petites réponses faciles à mettre en place. Moi, j'aime bien utiliser le terme avec un bout de ficelle et un morceau de carton, on arrive à répondre à plein de monde. Donc, si on prend le bâti, le moteur, la chaîne de déplacement, si vous la regardez attentivement, normalement, là, déjà, vous allez pouvoir trouver des choses qui peuvent gêner. Donc, on va regarder la chaîne de déplacement, le stationnement, la personne va se garer, elle est accompagnée ou pas accompagnée. On va regarder la voirie qui n'est pas de votre ressort, le parking qui n'est peut-être pas de votre ressort, mais un bon cheminement, c'est un revêtement qui est dur. Vous allez comprendre que s'il est contrasté de couleur, il est facilement repérable. Et si en plus il y a un repère tactile, on le repère. Et bien, ça, c'est des petites choses assez simples. Et maintenant, ça commence vraiment à rentrer dans la tête de tous les artisans et de tout le monde. La chaîne de déplacement, le cheminement, il n'a peut-être pas besoin d'équipement très spécifique, mais si vous avez une partie qui est bitumée avec une partie enherbée sur le côté, on a un contraste tactile, on a un contraste de couleur, et donc du coup, la personne moteur, elle n'a pas de difficultés de déplacement, la personne visuelle a ses repères ainsi que le mental, ça pose aucun problème et on répond à tout le monde. Ce qui est moins le cas quand vous avez des grandes esplanades où il n'y a plus de repères. Il faut faciliter le repérage. Donc, tout ce côté bâtiment, quand vous avez fait un peu votre diagnostic, il est facile de trouver des solutions. Et ces petites solutions, vous en avez 4 qu'on vous a mis en dessous. Avant toute chose, avant la signalétique. Alors, tout le monde, des fois, ça va mieux, mais il y a 10 ans, les gens ont rigolé quand je le disais, quand nous, les évaluateurs, disons, mais la signalétique est insuffisante. Une bonne signalétique répond à tout le monde et en fin de compte facilite en fin de compte sa situation, sa direction et les informations. Il y a 2 types de signalétique. Il y a la signalétique d'information générale qu'on retrouve les grands panneaux, où ça va être les cartels dans un lieu de visite, ne serait-ce que le panneau accueil pour savoir où on se situe. Et il y a la signalétique directionnelle qui va nous orienter, nous guider. Et toute signalétique, si on prend par là, il faut qu'elle soit d'une calligraphie simple. Il faut associer du texte et des images, parce que du coup, ça répond à tout le monde. Il y en a beaucoup, beaucoup de gens s'appuient sur les logotypes plutôt que sur le texte. Donc, on préférera même des logotypes au texte. C'est déjà plus facile. J'ai vu tout à l'heure que vous avez parlé de Falk. Donc, le facile à lire et à comprendre, c'est quand il y a du texte. Et si on a des logotypes, on a déjà répondu au Falk. La mettre à bonne hauteur, et ce contraste de couleur, eh ben, c'est un code couleur où vous devez avoir, par exemple, 70% de contraste, le bleu et le jaune, le noir et le blanc, le rouge et le blanc. Mettez pas du jaune et du orange parce que sinon, c'est pas bon. Et une homogénéité sur votre site. Vous avez parlé tout à l'heure de camping. Quand vous avez un camping, c'est souvent qu'on leur signale de mettre des codes couleurs que vous retrouvez en bas, où on va mettre tout ce qui est bâtiment avec une couleur jaune et on va mettre les emplacements nus de couleur bleue et on va rajouter une autre code couleur. Donc, ça fait un repérage qui est repris sur tout le site. Une bonne signalétique, vous répondez déjà à beaucoup de monde. Je reviens sur le côté des portes vitrées où beaucoup de gens, généralement en tant qu'office de tourisme, vous avez des portes vitrées à l'entrée, alors automatiques ou pas automatiques. Et là-dessus, il faut pouvoir les repérer.
Donc, si on prend les établissements recevant du public dit classique, ils nous mettent généralement des bandes pas très jolies, qui sont grises ou autres. On peut faire mieux. Si votre structure, si on parle d'un lieu de visite ou d'un magasin, va plutôt mettre son nom à une hauteur de 1,60 m, qui est à hauteur de vision, avec un contraste de couleur pour pouvoir la repérer de l'extérieur et de l'intérieur. Et on va rajouter un autre logo à 1,10 m. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que vous allez embellir votre bâtiment en mettant votre charte graphique ou des bons logotypes sur ces portes vitrées, plutôt que mettre des bandes pas forcément très jolies qui rappellent un peu le côté repérage. Après, on peut avoir des outils de communication qui sont assez simples. Quand vous avez des comptoirs d'accueil, souvent, on vous a demandé de rajouter un décrochement pour que la personne puisse communiquer avec vous. On parle souvent du handicap moteur. Mais là, on peut rajouter une tablette qui permet, en fin de compte, au handicap moteur de faciliter la communication avec vous. Mais il y a aussi les personnes de petite taille et les enfants. Par expérience, on a vu que depuis le temps qu'on développait la marque Tourisme et Handicap, il y a longtemps, ils avaient un peu de mal à mettre cette tablette. Et 5 ans après, quand on revenait, ils étaient tous à nous dire, c'est super, les dames peuvent poser leur sac à main et communiquer plus facilement avec nous. Et du coup, on a plus de communication avec les enfants. On est bien dans l'inclusion pour tout le monde. Après, dans votre bâtiment à l'intérieur, vous avez une charte graphique et vous avez votre code couleur. Votre code couleur, s'il a un bon contraste, vous pouvez repérer tous les petits équipements grâce à ce contraste de couleur. Rien de plus difficile à trouver qu'un interrupteur blanc sur un mur blanc ou une prise de courant blanche sur un mur blanc. Quand vous avez des fois un petit peu de décoration et que vous avez apporté un code de couleur, vous verrez que les petits équipements se repèrent assez facilement et du coup, vous facilitez l'autonomie de la personne. Donc ça, c'est plein de petites choses qu'on peut rajouter. Tous vos documents que vous avez à mettre à disposition de la clientèle, vous pourriez en avoir un en grand caractère. C'est-à-dire, au lieu d'avoir de l'Arial 12 ou 14, si vous en avez un en Arial 20, vous allez répondre aux personnes qui sont malvoyantes. Vous avez ça sous le coude et vous répondez à son problème, entre guillemets. Dites-vous qu'on a plein de petites astuces, il suffit de vous appuyer sur les 5 sens. Merci Jean-Marc. Pardon, je t'ai coupé? Non, je voulais juste dire que je vais peut-être un peu vite, mais bon, je sais qu'on est un peu pressé par le temps. Ouais, c'est sûr qu'il y a tellement de choses à dire. Du coup, effectivement, comme le souligne Claire de Vulcania, alors là, on vient de parler du réglementaire, des exigences réglementaires et de ce qu'on peut mettre en place. Et on a aussi le label Tourisme Handicap. Et comme le souligne Claire, les grilles en Tourisme Handicap sont plutôt bien faites. Elles distinguent bien le réglementaire des exigences supplémentaires liées à la marque et du coup à la prestation touristique. Et du coup, effectivement, on peut peut-être faire un petit zoom, parce qu'après, on va avoir le témoignage de Julien, justement, en office de tourisme, sur la prestation, la prestation touristique de l'office de tourisme, avec effectivement le label Tourisme Handicap. Je te laisse la parole. Ok, ben, très bien l'intervention de Vulcania, pour y avoir été d'ailleurs. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on pourrait faire, mais c'est déjà très bien. Donc là, Laure m'a bien dit, ce qu'il faut comprendre pour la marque d'État Tourisme et Handicap, on a vu la réglementation qui est obligatoire. Moi, je voulais rappeler que la marque nationale, hein, c'est une marque d'État maintenant, clairement, elle est volontaire. Elle résulte de la démarche d'un propriétaire qui veut rentrer dans ce cadre-là. Et elle vient en complément à la loi. Elle ne la remplace pas. Donc, dans le chat, la personne qui a signalé ça, en effet, la marque Tourisme et Handicap ne pourra être attribuée si déjà la réglementation n'est pas respectée. Ça, il faut bien le comprendre. À l'origine, moi, j'ai plutôt maintenant envie, depuis quelques années, appeler cette marque Tourisme pour tous. C'est-à-dire qu'on va surtout, notre objectif premier à l'origine, c'est de traiter la prestation touristique. C'est-à-dire que là, on va voir les offices du tourisme, et si on prend une offre culturelle telle qu'un musée ou un lieu de visite, et il va y avoir une visite libre ou une visite guidée, ça, c'est la prestation touristique. Et bien, la prestation touristique, elle n'est pas forcément traitée par la réglementation. Parce que la réglementation, elle va traiter votre bâtiment, votre chaîne de déplacement, vous l'avez bien vu, les lumières, le code de couleur, le contraste. Derrière, est-ce que le médiateur culturel pour la visite guidée est sensibilisé au monde du handicap et est-ce qu'il va savoir s'adapter par rapport au cas de déficience? Et pour un office du tourisme,
On va traiter bien sûr le bâti qui est traité par la réglementation, mais surtout votre cœur de métier, qui est l'information que vous donnez à la clientèle. Donc vous avez, si on prend l'office du tourisme, l'accueil, la chaîne de déplacement, on a passé la porte, et est-ce que votre comptoir est immédiatement repérable? Ça, c'est une première chose qu'on peut se poser. Vous avez le décrochement au comptoir et vous avez à communiquer, bien évidemment. C'est là où on va vous demander des équipements spécifiques qui sont du type de la boucle magnétique. Donc, la boucle magnétique, c'est pour les personnes appareillées malentendantes. Mais à côté de ça, vous aurez aussi la personne qui est sourd profond et vous avez la personne malentendante non appareillée. On va vous demander d'avoir et de faciliter aussi en parallèle la communication par écrit. Donc, qu'est-ce que demandent les personnes en situation de handicap auditif souvent? D'avoir une ardoise sous le coude, du type Veolia, il ne faut pas donner de marque, tant pis. Cette fameuse ardoise évite de laisser des traces, c'est-à-dire qu'elle va communiquer par écrit avec vous. Parce qu'on a oublié de vous préciser, et je vous le précise, dans chaque petite fenêtre de handicap, dites-vous que le panel est très large. L'auditif, je vous ai donné déjà 3 types de handicap auditif. Il y en a plus. Dans le visuel, vous en avez énormément. Entre le non-voyant, le malvoyant, le non-voyant de naissance et le non-voyant au cours de la vie, et celui qui a des lunettes et celui qui n'a pas de lunettes, le moteur, on ne revient pas dessus. Il faut essayer de répondre à tout le monde. Donc cet accueil physique, vous allez communiquer, faciliter la communication. Dites-vous qu'à l'intérieur de ce bâtiment, si vous avez une bonne signalétique, que votre accueil est repéré et qu'il puisse repérer différentes choses telles que vos présentoirs, ça vous facilite le côté travail puisque les gens vont déjà avoir une autonomie et se débrouiller. On demande à un office de tourisme, quand vous avez des présentoirs et que vous laissez la documentation en libre service, que votre signalétique présente bien des logotypes. C'est souvent que généralement, on a du texte qui va présenter le tri est fait par thème. Donc, on va retrouver le patrimoine d'un côté, les activités sportives, les hébergements, les restaurants. S'il y a des logotypes en plus, au niveau de votre charte graphique, ça peut être des fois plus sympa et c'est très facile pour la clientèle de se repérer. Bien sûr, il faut qu'il y ait le contraste de couleurs. Après, vous avez le côté présentoir. Et les présentoirs, quand vous mettez votre documentation libre-service, qu'on trouve souvent, c'est qu'une personne qui est de petite taille ou en situation de handicap moteur ne peut pas aller au-delà de 1,40 m en hauteur. C'est 1,30 m le maxi. Donc souvent, des fois, on va mettre de la doc à 1,60 m, donc en libre service. Il faudrait penser à la doubler à 1,30 m. La personne de grande taille ou valide va pouvoir l'accéder et la personne de petite taille va aussi pouvoir y accéder. Pensez-y parce qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas accéder à cette fameuse documentation qui est en hauteur et du coup se retrouvent un petit peu gênés et peuvent se sentir discriminés parce que pourquoi ils ne l'ont pas ou vont être obligés de faire appel à vous, à une aide humaine immédiatement mobilisable et vous avez peut-être des fois d'autres choses à faire. Un office de tourisme, quand il est bien raisonné, bien réfléchi, il répond à tout le monde. La signalétique est bonne, l'accueil, on a les équipements spécifiques et on a les présentoirs à bonne hauteur. Et il y a une chose qui est très, très importante, mais ça, c'est Julien qui va en parler tout à l'heure par le cas concret, c'est que vous devez pouvoir donner l'information à toute personne en situation de handicap des prestations dites, entre guillemets, accessibles sur votre territoire. Et ça, pour moi, c'est la partie la plus importante. Tous les gens en situation de handicap qu'on côtoie et avec qui on travaille me le disent à chaque fois. Quand ils arrivent dans un office de tourisme, ils ont des besoins spécifiques et ils veulent que la personne qui soit en face d'eux puisse leur dire sur le territoire où ils sont, quelles sont les structures qui sont, par rapport à eux, accessibles ou non. Donc, vous n'êtes pas maître d'œuvre, vous n'êtes pas architecte, moi non plus. Moi, je conseille et je préconise toujours de faire un questionnement sur votre territoire par rapport à vos prestataires avec des fiches assez simples, que ce soit restaurant, hôtel, transport public ou autre, où vous demandez s'il y a une marche à l'entrée, s'il y a des WC accessibles ou non. Qu'ils soient accessibles et qu'ils ne soient pas accessibles, ce n'est pas le plus important. C'est que les retours de ces fiches vous permettent d'avoir un recensement exhaustif et surtout fiable. C'est-à-dire que si vous conseillez un restaurant, que vous ne savez pas s'il y a une marche à l'entrée ou qu'il n'y a pas de marche à l'entrée, et par contre, vous savez qu'il y a une marche à l'entrée, vous allez pouvoir le dire. La clientèle va faire en sorte qu'elle va se débrouiller. S'ils sont accompagnés et que la marche ne leur fait pas peur, ils vont prendre ce restaurant. S'ils voient que la marche ne leur convient pas, ils ne le prendront pas. C'est souvent
ce recensement qui fait défaut. Et pourtant, cet outil, une fois que vous l'avez fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à l'actualiser chaque année et vous verrez la satisfaction de la clientèle. Il y a des choses vraiment très, très simples. Dans un restaurant, vous pouvez demander s'il a une table ronde. Alors souvent, on me dit, mais pourquoi faire? La table ronde, généralement, c'est des tables rectangulaires. Dites-vous que les déficients auditifs utilisent beaucoup la lecture labiale. Donc, si on les met à 8 sur une table rectangulaire, ils ne vont pas se voir. Sur une table ronde, ils vont pouvoir communiquer par la lecture labiale. Donc, c'est des petites choses toutes bêtes, mais si vous demandez au restaurateur, avez-vous une table ronde ou que des tables rectangulaires, vous aurez déjà une réponse. Voilà, ça, c'est, on a des outils sous le coude, on a un tableau Excel qu'il faut personnaliser, que je peux transmettre alors et qui peut vous le transmettre. C'est un gros boulot au départ. Comme disait Zoté, on a 30% de réponses par rapport à la centaine qu'on a envoyée la première année. Au bout de 3-4 ans, ils ont beaucoup plus de réponses parce qu'ils ont vu que leur voisin ou prestataire à côté, il a plus de monde que lui. Voilà, c'est la base de votre travail. Merci Jean-Marc. Claire de Vulcania te dit qu'elle est preneuse de tes suggestions. Très bien. Merci beaucoup Jean-Marc. Du coup, on va passer au cas concret. Julien Julien est accompagné d'Aurore, sa directrice. Donc, c'est l'Office de tourisme de l'Entre-deux-Mers que j'ai invité à venir nous faire un petit témoignage. Donc, pendant qu'ils allument leur caméra et leur micro, pourquoi faire témoigner l'Office de tourisme? Parce que c'est un office de tourisme qui a été dans une démarche euh, globale de territoire. Et donc, il y a un rôle d'éco-exemplarité, c'est-à-dire que c'est un office de tourisme qui s'est mis aux normes. C'est également un office de tourisme qui a pris le rôle d'accompagnement des socioprofessionnels sur le territoire par rapport au sujet de l'accessibilité. Et puis, qui, au bout du bout, évidemment, fait de la promotion, comme le dit Jean-Marc, de la promotion dans le sens, un client en besoin d'informations sur l'accessibilité des structures arrive à l'Office de tourisme, l'Entre-deux-Mers est capable de donner les informations relatives à une structure. Est-ce que vous êtes là, Julien et Aurore? Oui. Ouais, parce que je ne vous vois pas du coup. Ah oui, parfait, super. Vous êtes là. Merci beaucoup déjà d'être là parce que vous êtes en plein séminaire d'équipe et du coup, je vous ai piqué une demi-heure de votre temps pour venir témoigner. Donc, c'est super sympa déjà. On va essayer de faire assez concis parce que, alors, normalement, ça termine à midi. Je vous ferai passer la vidéo après. Pour ceux qui doivent partir, vous pourrez partir. La vidéo sur l'autre témoignage. Et puis les autres, vous resterez. De toute façon, la vidéo sera envoyée à tout le monde. Alors, du coup, Aurore et Julien, est-ce que c'est grâce à la loi que vous êtes intéressés au sujet de l'accessibilité ou est-ce qu'il y avait des démarches qui avaient déjà été initiées en Entre-deux-Mers, en fait? Alors, du coup, je vais répondre sur ces questions. Effectivement, on a eu la nécessité, comme tous, d'être attentifs à la loi, mais on était déjà intégrés dans des démarches du type tourisme et handicap sur nos bureaux d'information touristique. Donc, on avait déjà intégré cette démarche au sein de notre propre structure. Rapidement, on s'est posé la question avec nos collectivités lorsqu'on a travaillé sur l'ensemble du territoire et qu'on a répondu à l'appel à projet notamment de la région sur la structuration touristique de l'accessibilité pour tous. Et donc, on a pris la décision d'intégrer cette thématique pleinement à notre réflexion globale. Donc, on avait d'un côté un avancement déjà sur nos propres bureaux d'information avec les éléments que Jean-Marc a évoqués précédemment, déjà sur notre façon à nous d'accueillir tout type de clientèle en situation de handicap, mais on souhaitait vraiment que notre destination aille plus loin sur cette démarche-là. Donc, on a, dans le cadre de cet appel à projet, fait un inventaire de l'offre touristique accessible dans un sens plus large que le label tourisme et handicap. Ensuite, à partir de cet inventaire-là, on a travaillé sur la structuration de cette offre en allant rencontrer les prestataires sensibles à ce sujet
pour voir de quelle manière on pouvait les accompagner, quelles étaient leurs marges aussi de progression et de quoi ils avaient besoin en termes de services ou de prestations, d'accompagnement, de labellisation, enfin faire un état des lieux véritablement de ce qu'était l'offre accessible sur l'ensemble de la destination. On s'est rapidement aperçu qu'il y avait plusieurs niveaux d'intervention auprès des socioprofessionnels. Donc, on a adapté nos services au fur et à mesure, soit vers la labellisation, soit tout simplement par de la bonne pratique. Derrière, on a déclenché un appel à projet propre à notre territoire pour que certains puissent aller au bout de leur projet en termes de développement d'offres accessibles. Donc, c'était spécifiquement dédié à l'activité de loisirs, notamment, qui avait besoin d'être accompagné sur ces sujets-là. Ensuite, on a développé dans un second temps la promotion de cette offre. Donc, on a créé un réseau autour de ces prestataires qui étaient volontaires et qui étaient impliqués sur ce sujet. On a créé différents supports, une rubrique accessible sur notre site internet. Donc, du coup, on a repensé le site aussi par rapport à ces éléments-là, un support de communication sur l'offre accessible du territoire. On a commencé à intégrer une démarche de promotion auprès des instituts spécialisés de notre territoire et du département. On a créé des éductours pour leur présenter cette offre, pour commencer à faire en sorte que le réseau se mette en place. Julien est arrivé, poursuit l'accompagnement des porteurs de projets, a en charge spécifiquement l'animation de cette démarche auprès des socioprofessionnels et du coup a aussi activé d'autres réseaux de communication, de commercialisation au sein d'Entre-deux-Mers Tourisme et du coup je te passe la parole sur la suite. Du coup, on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Mobalib, donc c'est un label d'usage, mais c'est aussi un réseau d'entraide. Donc oui, on a d'abord un site internet avec le label et une sorte de réseau social qui est vraiment un réseau d'entraide. Donc ce label et ce réseau, c'est destiné à tous nos prestataires, que ce soit des propriétés viticoles, des hébergements, des restaurants, des lieux de visite. Tout le monde peut y adhérer. Donc, il y a 4 points importants sur ce label-là. On a d'abord un référencement sur le site internet et sur le réseau d'entraide. On propose avec donc, du coup, Mobalib à nos prestataires un accompagnement sur toute la partie légale et cadre bâti. On s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui manquent justement d'informations, donc c'est quand même très important. Ensuite, un accompagnement sur les animations que les prestataires voudraient mettre en place. Et ensuite, une mise en réseau avec tous les partenaires justement qui peuvent accueillir un public en situation de handicap. D'accord, très bien. Et quel est le retour des clients par rapport à toute cette démarche que vous avez mis en place? Alors, au sein de nos bureaux d'information, on a plutôt un retour très positif du fait d'avoir répertorié et être en capacité de donner une information qualifiée sur cette accessibilité. Donc ça, c'est accueilli de manière assez positive lorsqu'on a, sans pour autant créer une mise en évidence particulière, mais intégrer l'accessibilité comme fil conducteur de la communication de la destination. On a également compris qu'il fallait qu'on aille au-devant aussi de structures qui peuvent être en demande. Donc, on envoie une information qualifiée aux structures avec lesquelles on a créé un partenariat au sein du département et de notre propre territoire sur des prestations adaptées qui seront en capacité d'accueillir, par exemple, des groupes ou de proposer des prestations qui peuvent répondre à leurs attentes. Et il y a une vraie satisfaction et une vraie plus-value pour nous à pouvoir communiquer sur ces offres-là parce qu'effectivement, ils sont en attente et ils sont en demande d'avoir une information qui leur permet d'avoir accès à quelque chose qui leur rend service rapidement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très positif. Après, vraiment, l'accessibilité, on essaye d'en faire un réflexe et on le prend vraiment par le prisme aussi du bon sens parce que
on ne veut pas non plus communiquer que sur cette notion de handicap. Ça doit être un réflexe plutôt naturel, en fait, dans notre façon de travailler avec les partenaires, parce que l'accessibilité pour tous, c'est effectivement ce que disait aussi Jean-Marc tout à l'heure, c'est les personnes avec les poussettes, les personnes qui ont du mal à se déplacer. Voilà, ça va au-delà aussi du handicap. Donc, on essaye aussi d'accompagner nos collectivités dans ces réflexions-là sur certains cheminements. On a, par exemple, réadapté des visites aussi pour qu'elles soient totalement accessibles, mais accessibles des personnes à mobilité réduite, mais des personnes avec des enfants, poussettes et autres, parce qu'on se rend compte que ça peut vite être compliqué. On a également développé dans cette notion de prise de conscience aussi au sein du territoire une cartographie collaborative où on a organisé des sessions de formation avec des habitants volontaires sur le fait de répertorier l'offre de services accessibles aussi au sein du territoire de l'Entre-deux-Mers qui continue à vivre aussi sur l'ensemble des secteurs. D'accord. Et justement, une dernière question. En interne, quand vous avez des saisonniers qui arrivent, comment vous les sensibilisez à la question, en fait? Alors, on a systématiquement un accueil des saisonniers avec une période d'intégration et de formation avec les différentes personnes de l'équipe. Mais là aussi, il y a une sensibilisation particulière pour l'utilisation des outils qu'on peut avoir dans les offices. Vous parliez des amplificateurs, des bornes, etc. Voilà. De l'accès à l'information, si on a une demande particulière. Mais on essaye là aussi d'en faire quelque chose de naturel dans le réflexe du renseignement et de l'information à donner aux visiteurs. Voilà. Très bien. Écoutez, je m'étais noté plein de questions, mais en fait, vous avez tout dit parce que voilà, donc c'était parfait. Je ne sais pas si certaines personnes ont des questions, je l'ai mis dans le chat, mais j'ai pas l'impression. Si vous avez des questions a posteriori, je vous invite à soit me les poser, soit éventuellement contacter Aurore ou Julien si vous avez des questions sur la démarche de territoire qui en fait est devenue aujourd'hui, est une véritable valeur ajoutée en termes d'animation des prestats chez vous en Entre-deux-Mers, hein, puisque voilà, vous animez vos prestats autour de ça. Et finalement, derrière, il y a une qualification de l'offre et vraiment une montée en gamme sur ces prestations ô combien importantes aujourd'hui pour l'inclusion pour tous. On y revient encore une fois. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Et puis, je vous propose que du coup, on passe au dernier témoignage que je vais lancer, qui est donc en vidéo. Merci à vous. Merci à vous deux. Je vous laisse repartir. C'est un témoignage qui dure une dizaine de petites minutes. Je vous laisse le regarder. Si vous avez des questions sur le témoignage qui arrive, c'est pareil. Vous n'hésitez pas à me les poser ou à m'envoyer des questions que je ferai passer à l'office de tourisme, à l'office de tourisme, je dis n'importe quoi, à l'hôtel si vous avez des questions. Allez, je vous lance la vidéo, puis on se retrouve à la fin pour ceux qui ne seront pas partis. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci beaucoup de vous prêter au jeu de l'interview par rapport à ce web séminaire sur l'accessibilité dans les ERP. Donc, l'idée, c'est que vous présentiez un petit peu, vous présentiez, et puis ensuite, on parlera de ce que vous avez fait en tant que structure par rapport à la mise aux normes, aux lois, etc. Donc, je vous laisse vous présenter peut-être déjà pour commencer. Donc Marie-Paul et Amandine Dalvadi, on a repris l'entreprise familiale depuis une dizaine d'années. On a un hôtel camping en Dordogne, au Daisy, en Périgord noir. Donc on a un camping de 127 emplacements et donc un hôtel de 6 chambres que l'on a totalement aménagé en 2018. Et lorsque l'on a voulu réaménager notre hôtel, donc, bien sûr, on s'est posé la question de l'accessibilité. Et là, on a pris la décision de réaménager donc, un bâtiment qui avait déjà été
restructuré auparavant en épicerie. Et celui-ci, on a décidé de le transformer en chambre PMR. On a fait des travaux qui ont duré 2-3 mois. 2-3 mois, ouais. Sur cette chambre PMR qui est en fait un appart-hôtel. Donc, le budget total de la transformation, on a à peu près 10 000 €. Mais de plomberie, électricité, isolation, cloison, sol, mur, mobilier, etc. pour tout l'appartement. D'accord. Ça, c'est pour la partie PMR, la chambre du bas, en fait, parce que vous n'aviez, avant ces travaux, vous n'aviez finalement que des chambres à l'étage, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou à l'étage avec un seul étage, mais impossible de mettre un ascenseur et puis vu le coût. Et nous, on n'a que 6 chambres d'hôtel au total, donc c'était vraiment pas intéressant. Donc oui, la question de la chambre accessible. On avait une demande de toute façon par rapport à ça. Donc, on voulait absolument en avoir une. Et après, on a fait une autre chambre à l'étage accessible, mais plus tournée vers les autres handicaps. Donc, visuel, auditif et mental. D'accord. Donc, par contre, la plus-value au niveau des travaux concernant essentiellement l'accessibilité, elle est vraiment minime. La plus-value, elle a été vraiment sur le sanitaire, mais... oui, ça veut dire un WC un petit peu plus cher, ça veut dire des barres d'appui supplémentaires. Oui. Et en termes de coût, sur l'enveloppe globale, peut-être c'est 5% du coût total de l'aménagement. Ça veut dire une kitchenette aménagée, mais c'est beaucoup de handicap. Finalement, l'accessibilité, c'est plus de l'aménagement, du bon sens, plus qu'un coût réel. D'accord. Et quel est le retour? Pardon. Non, je vous en prie. Quel est le retour des clients, en fait? Oui, c'est ce que j'ai. Voilà, en fait, du coup, on n'a pas forcément un public qui est handicapé, enfin, où ça se voit vraiment, mais en fait, on a un très bon retour client parce que du coup, ça s'adapte à tous les publics, et également aux jeunes enfants. Après, on a des gens qui vont pas aller vers cette PMR-là, enfin, vers cet appart-hôtel parce qu'ils sont handicapés, mais par contre, sur des personnes en surpoids ou des choses comme ça, du coup, c'est beaucoup plus facile. On a un très, très bon retour là-dessus. Et en fait, ceux qui le louent sans être handicapés ou en situation de handicap, ils apprécient énormément l'espace et les volumes parce que forcément, comme c'est tout est calculé en fonction du passage des fauteuils, et du coup, cette chambre-là, on la loue presque tout le temps, quoi. Oui, c'est celle qu'on loue le mieux. Ouais. D'accord. Du fait, oui, de l'espace, de l'aération, de l'aménagement et du rez-de-chaussée. Parce que, oui, même si ce n'est pas des lourds handicaps, il peut y avoir des personnes qui sont opérées, une femme enceinte, etc. Et c'est vraiment l'hébergement qu'on loue le mieux. Oui, on est sur de l'accessibilité pour tous et non pas que pour les personnes en situation de handicap, finalement, en fait. Exactement. Et est-ce que vous avez... comment vous vous êtes lancé là-dedans, en fait? Est-ce que vous avez eu de l'aide dans vos démarches sur se retrouver dans tout ça? Parce qu'il y a la loi et puis il y a le label Prisme Handicap. Est-ce que vous avez eu de l'aide? Vers qui vous vous êtes tourné? Alors, en termes de financement, on a eu des aides de la région parce que ça faisait partie justement d'une enveloppe globale et d'une remise aux normes, entre guillemets. Et par contre, on a été énormément aidé par le CDT Dordogne pour tout ce qui est suivi et mise en place de tous les handicaps. En fait, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, qui on avait travaillé sur notre dossier et qui, du coup, nous a énormément aidé sur la traduction déjà des textes. Parce que ce n'est pas forcément facile d'adapter à chaque établissement, en fait. Et là, il est venu plusieurs fois sur place, il nous a conseillé. Et il y a des choses où nous, on se posait vraiment pas de problème, mais on se posait un peu la tête pour trouver des solutions. Et en fait, c'est juste une question d'adaptation aussi par exemple, des contrastes de couleurs, etc. C'est vraiment, on a joué sur la déco et c'était pas grand-chose à faire. Nous, ça nous posait un peu de problème au départ. Lui, il a su bien nous aider. Donc, on a eu un très, très bon suivi là-dessus. D'accord.
Et aujourd'hui, le suivi, en fait, par rapport à tout ça, est-ce que vous suivez, vous faites de la veille pour voir si ça évolue? Comment vous gérez votre espace, en fait? Est-ce que vous vous maintenez au courant de ce qui se fait, etc. Et que s'il y a des changements, vous iriez en fait assez rapidement finalement parce que vous voyez qu'il y a une plus-value aussi. Enfin, il y a un plus par rapport aux clients en fait. Oui, bien sûr, on suit toutes les évolutions, toujours en lien avec le CDT, donc l'acte courant, etc., de ce qui se fait. Et après, oui, on a bien compris la plus-value pour notre établissement. Et on est prêt, oui, bien sûr, à suivre les évolutions. Parce que de toute façon, plus on prend de retard, après, plus c'est compliqué. Il faut suivre. Et en plus, à chaque fois, c'est vraiment pas si compliqué parce que il y a l'accessibilité, bien sûr, l'aménagement de la chambre en elle-même, mais c'est aussi l'aménagement du parking, de la réception, etc. Mais vraiment, c'est du bon sens. Et en fait, on se rend compte que ça aide tous les publics. Oui, et nous, notre organisation, mais en termes de coût, encore une fois, c'est pas grand-chose. Aménager une place de parking, aménager entre guillemets, pour le public handicapé, finalement, c'est matérialiser un petit peu, mais ça peut être avec des fleurs, avec des plantes et un petit panneau. C'est du fléchage, c'est des choses comme ça, mais c'est rien d'insurmontable. Oui, comme vous disiez tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de bon sens en fait, finalement. Par exemple, nous, sur notre partie hôtel à l'étage, on a donc un escalier où il a fallu mettre des lignes de marche qu'on n'avait pas, des plots au niveau du seuil, en haut, avant pour signaler qu'il y a un escalier. Au final, tout ça, en fait, on s'est rendu compte que c'était de la sécurité pour nos clients, pour tous les clients. Et que du coup, on est quand même plus sécure sur les autres clients également. D'accord, ok. Et peut-être juste pour basculer 2 secondes, vous avez fait des aménagements pas similaires parce que c'est pas la même bâtie, mais sur votre camping du coup, qui a été mis aussi aux normes ou il était déjà aux normes le camping? Le camping, il était déjà aux normes. On a fait des grosses campagnes de travaux 2008 et 2009. On a notamment réalisé 2 nouveaux blocs sanitaires. Et là, comme c'était du neuf, là, on a réfléchi vraiment tout à fait en amont sur l'accessibilité. Donc là, tout est travaillé autour de l'accessibilité et puis de la protection de l'environnement, mais c'est encore autre chose. Oui, mais c'est bien de penser à tout. Et voilà, mais là c'était c'était une grosse campagne de travaux, donc là ça s'est bien réfléchi en amont. Après, on était tourisme handicap pour la partie camping, avant de faire la grosse phase de travaux sur la partie hôtel là, en 2018. Et nous, comme c'est qu'un seul établissement, c'était très compliqué d'arriver à dissocier les deux et de faire comprendre à notre clientèle que c'était 2 choses différentes. Donc, on voulait absolument avoir les 4 handicaps sur les 2 hébergements. Oui, mettre tout sur le même niveau. Exactement, donc, en fait, après, donc vraiment, ça crée un ensemble et pour le coup, tout est cohérent, en fait. Mais c'est pas... Après, comme on disait, l'aménagement extérieur sur le fléchage, etc., ça sert à tout le monde. Parce qu'en fait, on se rend compte que nous, on a une grosse clientèle de familles avec des enfants. Et pour le coup, ne serait-ce que le marquage des vitres sur des vitrées pour les signaler, ça sert à tout le monde. Oui, tout à fait. Oui, non, mais comme on le répète dans ce web séminaire avec Jean-Marc, donc qui vous a aidé, en l'occurrence sur votre accompagnement, enfin sur votre mise aux normes, etc. On parle bien d'accessibilité pour tous parce que c'est en fait c'est important pour tout le monde. Souvent au handicap moteur et puis ça nous fait peur de passer tous les autres handicaps. Et qui demandent finalement des
c'est de la petite chose, ouais, c'est de la logique en fait. Voilà. Oui, bien sûr. Mais, disons que le handicap moteur se voit, alors qu'il y a beaucoup de handicaps qui sont invisibles finalement et où on n'ose pas forcément demander aussi en plus et où on se retrouve souvent en difficulté. Donc le fait de rendre accessible au plus grand nombre est effectivement assez bénéfique et inclusif. Donc, Parce qu'en fait, nous, du coup, le petit recul qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on se rend compte qu'on a plein de gens en fait derrière qui nous disent bon, mais moi, ça m'a aidé parce que finalement, j'ai tel ou tel handicap, que ce soit surtout, je pense, des personnes qui ont des problèmes d'audition ou des problèmes de vue qui sont assez forts, mais qui ne vont pas l'annoncer dès le départ. Du coup, ils sont complètement autonomes. Et ça pour eux, c'est son degré vacances. Oui, tout à fait. Sans être obligé de le stipuler au départ. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Est-ce que vous avez tous bien entendu le témoignage? C'est bon pour vous? Ouais, super. L'idée, c'était de vous montrer que c'est une petite structure, très petite, six chambres en fait, et qu'avec très très peu de moyens, un bon accompagnement, donc à Jean-Marc à côté de moi, et assez peu de moyens finalement, on arrive à faire quelque chose. Alors effectivement, oui, on me dit tu aurais été habillé pareil, on n'y aurait vu que du feu, c'est que c'était un enregistrement. Oui, c'est vrai. Merci Leslie, qui d'ailleurs a été cet été dans ce camping, dans le camping d'Amandine et Marie-Paul. Donc, c'est assez marrant la coïncidence. Voilà. Donc, voilà, pour en revenir à leur témoignage, c'était vraiment l'idée de montrer que on peut se mettre aux normes, comme l'a montré tout à l'heure Jean-Marc, avec assez peu de choses. Là à l'hôtel avec assez peu de choses et assez peu de moyens en fait, et que finalement il y a beaucoup de bon sens dans cette réglementation, dans cette mise aux normes. Alors évidemment, tout dépend du bâti, hein. Quand on a des gros bâtis, évidemment les mises aux normes peuvent être plus importantes au niveau du financier, mais on peut arriver à faire des choses aussi à moindre coût. Jean-Marc, si tu veux conclure. Oui, moi j'ai découvert le témoignage de Amandine et Marie-Paul. Je les en remercie. Oui, c'est exactement ce que tu dis, Laure. On peut arriver à rendre accessible pour tout le monde une structure, même si c'est très compliqué. L'exemple même d'Amandine et Marie-Paul, on est dans des bâtiments qui sont des corps de ferme, qui sont très anciens, et on a réussi à les aménager alors que les 6 chambres étaient à l'étage. Quand vous vous appuyez sur les 5 sens, je reviens dessus, vous allez trouver plein de réponses. Voilà. Et merci en tout cas pour votre invitation et d'avoir pu témoigner en espérant que vous ayez eu plein de petites idées à piquer et à appliquer sur vos territoires. Merci. Merci Jean-Marc pour ta participation. Merci. Oui, les escaliers, ça chiffre vite. Oui, tout à fait, quand on fait du qualitatif. Effectivement, Claire, merci pour cette remarque. C'est ce que je disais en fait, hein, tout dépend aussi du bâti, mais voilà, on peut... Voilà, comme on disait avec Jean-Marc, on peut arriver à faire des choses quand même dès le départ, voilà, de base. Mais oui, pour l'escalier, en effet, c'est le plus compliqué. L'escalier, c'est le plus compliqué. Les petits tips de Jean-Marc avaient un goût de trop peu. On vous invite à nous contacter si vous avez si vous avez besoin de petites attentions, de quelque chose. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Il n'y a pas de souci. On vous remercie. Dominique nous invite en Ardèche pour la fête à la châtaigne. Donc, rendez-vous à la fête à la châtaigne. Et à très bientôt pour tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.